Ma petite amie m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. J'ai répondu, comme tu veux. Ensuite, j'ai bloqué ses cartes et cessé de financer son train de vie. Une semaine plus tard, son avocat tentait désespérément de me joindre. J'ai 31 ans et je suis un homme. En apparence, je suis un type plutôt simple. Je dirige un cabinet de conseil en logistique. J'ai commencé au milieu de la vingtaine avec rien d'autre qu'un ordinateur portable d'occasion et une tonne d'anxiété. Les premières années furent brutales. Des semaines à vivre de nouilles bon marché, réinvestissant chaque centime. Mais il y a environ 2 ans, j'ai décroché un contrat majeur, puis un autre. Mon entreprise de niche, après des années d'efforts acharnés, est finalement devenue très rentable. Cela me permet de mener une vie confortable. Au cours des 3 dernières années, cette vie incluait ma petite amie, Kayla, 28 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle travaillait comme réceptionniste, rêvant de devenir conservatrice d'art. Elle avait la passion, mais pas les relations ni la liberté financière. J'étais épris. Ma vie n'avait été que travail, et elle était cette touche de couleur vibrante. Je croyais en son rêve. Et maintenant, pour la première fois, j'avais les ressources pour l'aider. Je lui ai fait une proposition, quitte le travail que tu détestes. Concentre-toi sur tes études d'histoire de l'art. Fais des stages non rémunérés, développe ton réseau. Je paierai tout. Je pensais que nous formions une équipe investissant dans notre avenir. Et c'est ce que j'ai fait. Son loyer pour un appartement chic d'inspiration artistique au centre-ville, 3 500 $ par mois. La location de son Audi A5, 800 $, pour laquelle j'ai été co-signataire. Sa garde-robe, ses courses bio, ses fournitures d'art. Je lui ai donné 2 cartes de crédit en tant qu'utilisatrice autorisée. Je n'ai jamais vérifié les relevés. Je suis consultant. Ma vie consiste à gérer les détails pour les autres. Dans ma propre vie, je voulais juste faire confiance. C'était notre 3e anniversaire mardi. J'avais réservé dans un endroit qu'elle voulait essayer depuis des mois. Je lui avais acheté un magnifique collier en saphir, simple. Je suis rentré un peu plus tôt, impatient de la surprendre. Elle n'était pas là. À 19h15, mon téléphone a vibré. C'était un message d'elle. Kayla, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'était tout. 7 mots. Après 3 ans passés à subvenir entièrement à ses besoins. Existence, j'ai longtemps fixé l'écran. Le choc initial fut comme un coup physique, me laissant vidé et essoufflé. Il y eut un moment, bref, où j'ai failli poser une douzaine de questions frénétiques. Pourquoi? Qui? Que ai-je fait de mal? Mais ensuite, une étrange et froide clarté m'a envahi. La brutalité absolue de ces mots, plus rien à voir avec toi, fut à sa manière un cadeau. C'était sans ambiguïté. Elle avait tracé une ligne. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Alors, j'ai répondu par un simple message de 3 mots, comme tu veux. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et la partie méthodique de mon cerveau a pris le dessus. C'était comme passer de l'état de partenaire à celui de consultant. Le problème, un arrangement personnel non contraignant terminé. La solution? Dissoudre tous les liens financiers associés. Carte de crédit, je me suis connecté à mon portail bancaire. J'ai retiré Kayla en tant qu'utilisatrice autorisée des 2 cartes. Le système a confirmé la désactivation immédiate. Location de voiture, je me suis connecté au portail de financement auto. Le contrat de location était à mon nom. Co-signé. Je ne pouvais pas le résilier instantanément, mais le prochain paiement était dû dans une semaine. J'ai annulé le paiement automatique. Appartement, le bail était à mon nom. J'ai trouvé le PDF du contrat de location. La clause de rupture nécessitait un préavis de 60 jours et une pénalité de 2 mois de loyer. Agaçant, mais clair. J'ai rédigé un email formel à la société de gestion immobilière en invoquant cette clause. J'ai mis mon adresse email personnelle en copie conforme, CC, pour avoir une trace horodatée. Streaming et abonnement, Netflix, Hulu, Spotify, Family, l'abonnement à la salle de sport boutique, la livraison de kits repas artisanaux. Je les ai passés en revue un par un, changé les mots de passe, supprimé son profil. Téléphone, elle était sur mon forfait familial. J'ai initié le processus pour retirer sa ligne.
L'ensemble du processus a pris environ 45 minutes. Quand j'ai eu fini, je ne ressentais rien, juste le vide. J'ai préparé un sac pour la nuit, laissé le collier sur le comptoir de la cuisine, et suis allé rester chez mon frère Louise. Je ne voulais pas être là si elle revenait chercher ses affaires. Je n'ai pas entendu un seul bruit le reste de la semaine. Le silence était son. Sa propre confirmation. Je m'étais dit qu'elle était occupée. Mais le vendredi après-midi, sa carte a dû finalement être refusée quelque part d'important. Les SMS ont commencé, d'abord suppliants, puis confus, puis en colère. Je les ai lus mais n'ai pas répondu. Puis ce matin, une semaine entière plus tard, j'ai reçu un email. L'objet du message était urgent concernant Calvance. Il provenait d'un associé d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Il a déclaré qu'il représentait Mademoiselle Vance et qu'il devait me parler immédiatement concernant ma cessation sommaire et malveillante d'un soutien financier établi. Il semble que mon simple « comme tu veux » n'ait pas été la fin de la conversation qu'elle attendait. Première mise à jour. Salut tout le monde, les commentaires sur mon message original m'ont énormément aidé à garder les pieds sur terre. Merci pour ça. Cette semaine a été une véritable leçon d'audace. Comme conseiller, j'ai engagé mon propre avocat. Mon père a fait appel à Maître Philippe pour des contrats commerciaux pendant des années. Il est affûté, ne tourne pas autour du pot, et après que je lui ai expliqué la situation, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Eh bien, mon garçon, il semblerait que tu aies rencontré une nouvelle espèce de prédateur. » Maître Philippe a examiné l'email de l'avocat de Kayla, un certain Maître Bobby. Il a ri de l'expression « cessation malveillante », la qualifiant d'équivalent juridique d'un enfant en bas âge en colère qui jette ses jouets. C'est censé faire peur, mais ça n'a aucune valeur juridique. Maître Phillips a envoyé une réponse cinglante à Maître Bobby. Il y était stipulé que nos clients n'avaient jamais été mariés, n'avaient pas d'actifs communs, et que la relation, et par conséquent la série de dons volontaires qui y étaient associés, avait été rompue par Mademoiselle Vance elle-même. Il a conclu en précisant que toute communication ultérieure devait passer par lui. Cela n'a pas mené à une demande de 75 000 $. Cela a mené à quelque chose de plus insidieux. Maître Bobby a renvoyé une lettre officielle proposant un accord de soutien transitoire confidentiel. Elle était remplie de sottises concernant l'investissement professionnel et émotionnel significatif de Kayla dans la relation, et comment mon retrait abrupt de soutien lui avait causé des revers professionnels et une grave détresse émotionnelle. Il proposait que je continue à payer son loyer. Le versement de la voiture pendant 6 mois et lui donner une indemnité de départ de 20 000 $ pour éviter un litige long et public. C'était de l'extorsion, pure et simple. Monsieur Philippe a conseillé de l'ignorer complètement. Laissez-les dépenser leur argent, a-t-il dit. Poursuivre en justice pour cela serait une faute professionnelle. Le vrai plaisir a commencé quand les conséquences ont commencé à se faire sentir. Samedi, j'ai reçu un appel affolé de la gérante de son ancien appartement, Judith. Kayla s'était présentée avec son nouveau petit ami, Russell. Ils ont exigé l'accès, ce que Judith a refusé puisque Kayla n'était pas sur le bail. Kayla a apparemment fait une scène, hurlant que le travail de sa vie était enfermé à l'intérieur. Russell, essayant de faire le gros bras, a dit à Judith « Nous pouvons vous rendre la vie très difficile ». Judith, une femme qui en a vu d'autres, a simplement montré le panneau « Défense d'entrée » et lui a suggéré de le lire. Puis est arrivé le SMS directement à moi, ignorant les avocats. « Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. Mon portfolio de stage est là-dedans. Tu sais, j'ai un entretien d'évaluation la semaine prochaine. Ils viennent de m'appeler de la concession Audi. Le paiement a été refusé. La voiture est sous caution. Tu ruines aussi ton propre crédit. Tu es stupide. Du bluff. Mon crédit est inattaquable. Et un seul paiement en retard que j'ai l'intention de régler n'y ferait pas une égratignure, mais bel essai. Russell est un homme bien. C'est un promoteur immobilier et il n'en revient pas de ta façon d'agir. Il dit, tu joues à des jeux que tu ne peux pas gagner. Je n'ai pas répondu. J'ai tout mis en capture d'écran et l'ai envoyé à Monsieur Philippe. Il était ravi. Contact direct après l'engagement des avocats. C'est une aubaine. Le coup le plus bas est arrivé hier. Une connaissance commune m'a envoyé une capture d'écran de l'histoire Instagram privée de Kayla. C'était un selfie en larmes. La légende disait, enfin libre d'une relation financièrement abusive et contrôlante. Le chemin à parcourir est terrifiant,
mais je suis tellement reconnaissante envers ceux qui me montrent ce à quoi ressemble le vrai soutien. Survivante. Elle me dépeignait comme un abuseur parce que je ne subvenais plus à ses besoins après qu'elle m'ait largué pour un autre homme. Monsieur Philippe est en train de rédiger une lettre de mise en demeure. Concernant la diffamation. Nous avons organisé la récupération de ses affaires. Je dois payer 2D. Ménageur neutre pour être présent et son avocat doit être là. Cette fois, je m'assure qu'il y ait une liste d'inventaire claire. Elle pensait vraiment pouvoir me remplacer comme un fournisseur à la carte et garder tous les avantages. Incroyable. Deuxième mise à jour. Toute cette saga a pris une tournure inattendue. Le déménagement a été un désastre, mais pas de la manière que j'avais prévue, et les conséquences de son petit numéro de survivante ont commencé à se propager de façon que je n'avais jamais orchestrée. Le déménagement était prévu pour un samedi matin. J'ai engagé les déménageurs. Monsieur Philippe avait préparé une liste d'inventaire, uniquement pour les effets personnels, et son avocat, Monsieur Bobby, avait confirmé sa présence pour superviser à 10 heures. À 9h45, un des déménageurs m'a appelé. Monsieur, votre la dame et un monsieur sont là. Ils disent que leur avocat est en retard et qu'ils veulent commencer. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé Monsieur Philippe. Il m'a dit de dire aux déménageurs de ne pas autoriser l'accès avant son arrivée. Trop tard. Les déménageurs, voulant être serviables, les avaient déjà laissés entrer dans le hall de l'immeuble. Monsieur Philippe a appelé Monsieur Bobby, qui a confirmé être coincé dans les embouteillages et qu'il aurait 30 minutes de retard. Une excuse peu crédible. C'était un coup monté. J'ai dit aux déménageurs de tenir bon et de ne permettre que le déplacement des cartons d'effets personnels. Pendant la demi-heure suivante, Kayla et Russell ont apparemment essayé toutes les ruses imaginables. Ils ont essayé d'intimider les déménageurs, leur disant qu'ils faisaient partie de l'équipe que Russell avait engagée. Puis Kayla a essayé de pleurer, disant que les déménageurs l'intimidaient. Le point de discorde était le mobilier. Kayla a insisté sur le fait que la bibliothèque sur mesure, le bureau ergonomique, le matelas à mémoire de forme et la télévision OLED de 65 pouces étaient tous des cadeaux et donc les siens. Elle et Russell ont commencé à essayer de déplacer la télévision eux-mêmes. C'est là que les professionnels que j'avais engagés ont gagné leur argent. Le chef d'équipe des déménageurs, un homme imposant, s'est calmement interposé et a dit « Messieurs dames, cet article ne figure pas sur ma liste d'inventaire des effets personnels autorisés. Veuillez le reposer. » Russell bomba le torse. « Qui êtes-vous pour nous dire ce que nous devons prendre ?» Le déménageur ne broncha pas. « Je suis l'homme que ce monsieur a engagé pour empêcher le vol de ses biens. Posez ça, sinon mon prochain appel sera à la police. » À ce moment précis, Monsieur Philippe entra. Il n'éleva pas la voix. Il regarda simplement Kayla, puis Russell, puis la télévision qu'il tenait. Il produisit les reçus pour chaque meuble, tous montrant clairement mon nom comme acheteur. Il informa Kayla que, son avocat n'étant pas présent, sa tentative de retirer des biens constituait une violation de leur accord et que s'il ne partait pas avec seulement les articles emballés figurant sur la liste, il déposerait un rapport de police pour tentative de vol qualifié. Vaincus et furieux, ils prirent ces cartons et s'en allèrent. Ils laissèrent un énorme désordre derrière eux. Des marques d'éraflures sur les murs, des déchets sur le sol. Le propriétaire m'a facturé $1200 pour les dégâts. Monsieur Philippe transmit rapidement la facture et le rapport d'incident du déménageur à Monsieur Bobby. Maintenant, passons à la partie que je n'ai pas contrôlée. Ma vengeance, il s'avère, fut déléguée à la cour de l'opinion publique. Vous vous souvenez du post #survivante? Kayla travaille ou a travaillé comme stagiaire non rémunérée dans une petite galerie d'art prestigieuse. Le milieu de l'art ici est petit et très connecté. L'une des jeunes curatrices, une fille nommée Leslie, que j'avais rencontrée quelques fois, a vu le post. Elle me connaissait suffisamment pour savoir que l'accusation des abuseurs financiers était un tas de bêtises. Elle était dégoûtée. Elle n'a rien eu à faire. Elle a simplement montré le post à un autre collègue. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Kayla Vance, la stagiaire qui vivait comme une millionnaire sans emploi, diffamait publiquement l'homme qui avait financé toute sa vie après l'avoir quitté pour un agent immobilier. Cela la dépeignait non pas comme une survivante, mais comme une personne profondément peu sérieuse et toxique. La directrice de la galerie, une femme qui valorise la réputation par-dessus tout, a discrètement dit à Kayla la semaine dernière que son stage n'était plus approprié pour la suite. Les conséquences ne sont plus seulement financières,
elle touche à sa réputation, et je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Dernière mise à jour. J'écris. Cette dernière fois pour une raison simple, maîtriser le récit. Le message original a été partagé dans des endroits inattendus, et je veux que la vraie histoire complète soit le mot de la fin avant de tourner cette page pour de bon. Pendant un temps après la dernière mise à jour, les choses étaient calmes. J'ai fait don de tous les meubles de l'appartement à une association caritative qui aide les familles à se remettre sur pied. Les voir partir m'a semblé être la purification finale. J'ai payé la pénalité de rupture de bail, réglé les dernières factures de services publics, et senti les derniers liens se dissoudre. La vie est devenue calme. Le travail, la salle de sport, des dîners avec mon frère. La colère s'est estompée, laissant une cicatrice et une précieuse leçon. La conclusion de l'histoire est venue de deux sources. La première est venue de mon avocat, Monsieur Philippe. L'avocat de Kayla, Monsieur Bobby, après avoir reçu la facture des dommages et le rapport d'incident, a envoyé une dernière lettre menaçante. La réponse de Monsieur Philippe a été simple. Il a inclus une notification formelle selon laquelle toute tentative de poursuite serait suivie d'une demande reconventionnelle pour les dommages, les frais de déménagement, les honoraires d'avocat, et une action civile distincte pour diffamation basée sur ses publications sur les réseaux sociaux. Il a conclu la lettre en déclarant « Nous avons toutes les preuves. » Et vous ? Silence absolu. Ils ont cédé. C'était terminé. La seconde partie de la conclusion est venue de Leslie, la fille de la galerie. Elle m'a envoyé un email il y a environ 2 semaines. C'était un message simple et gentil. Salut, j'espère que tu vas bien. Les choses sont devenues assez compliquées ici après le départ de Kayla. Je me suis dit que tu voudrais peut-être voir ça. Il semble que son père soit en train de rétablir la vérité. Était joint un lien vers une publication publique sur Facebook du père de Kayla. Mon cœur s'est serré, craignant que quelque chose d'horrible ne se soit produit, mais c'était tout autre chose. C'était un long message décousu et navré. Il ne m'a pas nommé, mais il a parlé de sa fille quittant un homme bon et stable qui soutenait ses rêves pour un imposteur tape à accent grave l'œil au train de vie loué. Il a écrit que la pression de soutenir les attentes de Kayla sans mes ressources avait brisé la nouvelle relation. Russell n'était pas un développeur. C'était un agent rémunéré à la commission dont la vie flamboyante était construite. Il était endetté. Ses revenus étaient volatiles. Le drame que Kayla avait apporté avec elle, y compris l'histoire de son renvoi de son stage pour conduite non professionnelle, avait apparemment atteint ses collègues de travail. Dans un secteur d'activité basé sur la réputation, être connu comme le type impliqué dans un drame désordonné et potentiellement litigieux était un poison. Ses ventes ont chuté. La pression financière était trop forte. Lui et Kayla ont eu une rupture massive et explosive. Selon le poste de son père, Kayla a dû retourner vivre chez elle. Elle n'avait plus d'argent, plus de stage, plus de voiture. Celle-ci avait été saisie et elle avait aliéné la plupart de ses véritables amis. Le rêve de devenir conservatrice d'art était mort, remplacé par la réalité de vivre dans sa chambre d'enfant, profondément endettée. Il a conclu en écrivant « Elle avait une échelle vers ses rêves et a choisi d'en sauter pour un serpent. » Les conséquences étaient totales. Elles étaient toutes naturelles. Ses calomnies et son comportement de personne se croyant tout permis ont détruit sa réputation professionnelle. Résultat, son stage et ses perspectives d'avenir dans la scène artistique locale ont disparu. Son nouveau petit ami, qui n'était que style et sans substance, ne pouvait pas la soutenir financièrement. Résultat, leur relation a implosé sous la pression financière et de réputation. Sa tentative d'intimider les déménageurs et de me poursuivre en justice pour des promesses inventées s'est retournée contre elle. Résultat, elle n'a eu qu'une facture et une menace de contre-poursuite. Est-ce que je me sens bien? Non. Il n'y a aucune joie là-dedans. Il y a juste un sentiment calme et sombre que l'ordre est rétabli. La justice n'est pas un éclair. C'est juste la gravité. J'ai répondu à Leslie et les remercié de m'avoir contacté. Nous avons eu un bref échange amical. Cela faisait du bien d'avoir une conversation normale avec quelqu'un lié à cette partie de ma vie. C'était un rappel que tout le monde n'est pas un prédateur. Ma vie m'appartient à nouveau. Je me concentre sur mon entreprise et sur moi-même. J'ai appris à faire confiance plus lentement, à vérifier, et à comprendre que l'on peut soutenir le rêve de quelqu'un sans devenir le socle qu'ils peuvent balayer d'un revers de pied. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Kayla ou de Russell. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font maintenant, et je suis enfin vraiment en paix avec cela.
c'est la fin de l'histoire.